Vous allez me subir un instant, mais très très court pour ceux qui auraient raté le début. Donc, une initiative Call sur Code sur 5 ans avec un partenariat avec les Nations Unies, un appel aux 24 millions de développeurs du monde entier à résoudre les problèmes les plus urgents. Les 2 premières années, on a attaqué les sujets autour des catastrophes naturelles. La 3e année, 2020, on avait prévu de parler des aléas climatiques et puis activité oblige, comme vous en doutez. Nous avons annoncé le 20 mars dernier une édition spéciale Covid-19. C'est de cette édition dont on va parler aujourd'hui dans ce call. Donc, c'est un appel global, mondial. Si tu passes au slide suivant, relayé au plus haut niveau à la fois par des personnalités des médias. Alors, l'année dernière, on a entendu de Sting ou Céline Dion. Cette année, c'est Lady Gaga qui en personne a enregistré une vidéo. Je vous donne l'ampleur et l'amplitude du mouvement de cet appel aux codeurs du monde entier. C'est aussi des personnalités du monde politique, alors, pas tous les citer, mais pour votre information, le président Bill Clinton fait partie du jury de Call for Code et donc de porte l'ambition que nous avons sur cet appel au niveau international. Slide suivant. Concrètement, et c'est bien l'objet extrêmement pratique qu'on se propose aujourd'hui d'adresser, c'est un appel à vous regrouper, vous, développeurs, par équipe de 2 à 5. Quand je dis vous, développeurs, c'est des équipes comme dans tout type de hackathon, qui peut être des représentants à la fois business, de métier, mais aussi des développeurs ou toute personne qui a un avis sur un projet. Vous vous regroupez par équipe de 2 à 5, avec un timing, attention, assez serré. On l'a fait exprès, on a accéléré le calendrier pour tenir compte de l'urgence. En fait, c'était un timing en 2 temps. Soit vous êtes prêt pour le 27 avril prochain pour déposer un dossier sur le site, c'est ce que nous vous encourageons à faire. Vous aurez l'opportunité d'être présélectionné lors d'un événement mondial, l'événement mondial d'IBM annuel qui s'appelle Think, dans lequel les 3 top finalistes seront présentés. Et encore plus important que ça, et c'est là où vous allez percevoir la philosophie de Call for Code, c'est que c'est non seulement un moyen c'est un concours quelque part, c'est un hackathon mondial, mais ceci, et c'est le deuxième volet qui est extrêmement intéressant, une proposition de valeur d'aide à la mise en œuvre du projet par la suite. Et donc, si vous répondez avant le 27 avril, une possibilité d'être sur scène, entre guillemets, digitale, le 5 mai, mais aussi, surtout, dès le 15 mai, et c'est comme ça que nous avons conçu l'événement, un accompagnement possible d'IBM, un certain nombre d'organismes associés à Call for Code, pour vous aider à mettre en œuvre votre projet. Donc ça, c'est le premier temps. C'est le cas idéal, vous êtes prêt dans les 15 jours qui viennent. Pas de problème si vous n'êtes pas prêt. Deuxième temps, vous avez toujours la possibilité, on a gardé le calendrier initial, de déposer vos dossiers jusqu'à fin juillet, jusqu'au 31 juillet. Et il y aura donc une cérémonie, l'élection des meilleurs dossiers, la possibilité de gagner du cash, le premier prix de 200 000 $, lors d'un événement qui sera annoncé au mois d'octobre. Et pareil, la possibilité, bien entendu, d'être accompagné par les différents écosystèmes et acteurs de l'écosystème Call for Code pour mener à bien votre projet. J'espère que c'est clair. 2 temps, dans tous les cas, nous encourageons à déposer rapidement les dossiers. Et donc, c'est la bonne nouvelle, vu les contraintes que vous avez, le slide suivant si tu veux bien, c'est que nous avons cadré un peu le challenge. Cadré sur d'abord 3 thèmes qui permettent donc de fédérer les efforts. Le premier sur la communication de crise, le deuxième sur l'éducation à distance, le troisième sur la coopération au sein de la communauté. Et pour chacun de ces thèmes, c'est là où est la bonne nouvelle, nous avons développé ce qu'on appelle les starter kits. En fait, c'est des schémas d'architecture, c'est des codes pré-emploi, c'est un certain nombre de choses qui vont être décrites en deuxième partie de ce call. Donc, des starter kits par thème et aussi une équipe de professionnels, de développeurs advocates qui sont disponibles en français, en anglais, pour vous aider. Alors, je reviens un instant sur les 3 thèmes. Communication de crise, vous allez voir que c'est à la fois des thèmes donc, tout à fait internationaux et tout à fait parlants. Je pense que pas besoin de commenter plus notre actualité de ces dernières heures. Communication de crise, lorsqu'une nouvelle maladie émerge, les systèmes de communication sont les premiers à être submergés. Je pense que c'est clair. Éducation à distance, le thème de l'école, va-t-elle reprendre? Oui et quand? Comment? Les fermetures d'école et l'éloignement social laissent les élèves à la maison pour une durée indéterminée. Beaucoup d'actualités. Et puis coopération au sein des communautés, comprendre ce qui se passe dans votre quartier et comment vous pouvez donner et obtenir de l'aide est vital en période d'incertitude. Vous voyez que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est le même thème repris par l'ensemble des pays de par le monde qui sont extrêmement parlants pour tous. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main dans le chat ou et une question là, dans le bas de l'interface de Webex et on vous donnera la parole ou du moins je ferai remonter vos questions à Antoine. Absolument.
Donc, j'ai décrit les 3 thèmes, les starter kits, le support d'une équipe, et on voulait terminer cette présentation rapide de Call for Code par être extrêmement concret sur 2 succès de 2019. Alors, le premier n'est pas français, le premier est espagnol, pas très loin de nous, c'est l'équipe Prométhéo qui a gagné. Donc, on vous présente ces illustrations pour vous mettre le contexte, des idées, le type de dossiers qui ont gagné. Donc, Prométhéo, ils ont gagné leurs $200 000. Ils ont gagné la possibilité d'être accompagnés par nous-mêmes et par un certain nombre d'acteurs. C'était quoi? C'était des solutions à la fois matérielles et logicielles pour équiper les pompiers et informer en temps réel sur la toxicité des environnements dans lesquels ils étaient confrontés. Donc, c'est vraiment une solution complète, faite avec des professionnels des incendies, faite par une équipe de développeurs et qui a gagné donc le concours 2019. Mais 2019, il y avait aussi un autre finaliste. Alors, franco-européen, Pierre-Louis, on dit français quand ça nous arrange, mais peu importe, vous parliez tous français, mais je raccourcis un peu. Vous avez été finaliste sur, alors je ne sais plus combien il y avait de dossiers, il y a plus, je crois que de mémoire, il y avait 1200 dossiers, vous êtes arrivé dans le top 5. Je crois que je vais te laisser la parole, c'est toi qui va en parler mieux que moi de votre solution. En tout cas, je suis très heureux, nous sommes très heureux de t'accueillir dans ce call pour avoir donné la possibilité d'expliquer le superbe trajet que vous avez fait avec nous. Merci beaucoup Antoine. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre-Louis Mitzler, je faisais partie de l'équipe de Aster durant ce Call for Code 2019 et je vais vous raconter un peu notre histoire. Donc, si on peut. Voilà. Donc en fait, on a renommé notre projet Calaster et on le développe encore aujourd'hui pour pour que cette solution puisse être efficace sur le terrain et utile à tous. Donc notre histoire commence en Californie. On était 5 étudiants en dernière année d'ingénierie à l'université de Berkeley en Californie et on a participé à 2 hackathons organisés par IBM qui avait pour but de présenter le Call for Code et de faire travailler des gens sur le Call for Code avant une soumission en juillet. Donc, on se retrouve en avril et mai 2019 à Berkeley. C'était un hackathon concernant bien sûr les catastrophes naturelles. Nous avons proposé une solution qui a pu gagner ce hackathon et qui était basée aussi sur IBM Watson, c'est-à-dire de la retransmission des appels en texte et après l'analyse de ces appels pour pouvoir prioriser des appels. On parle d'appels de call center des pompiers et des urgences. Voilà. Et je vais vous parler du projet un peu plus tard. Et sinon, nous avons aussi participé au deuxième hackathon qui était plus sur des feux de forêt et qui nous a permis de développer encore plus notre solution pour pouvoir être exactement dans ce que recherchent les pompiers et de ce que recherchent les services de secours. Nous avons partagé différentes conversations avec des pompiers locaux et des services d'urgence, ce qui nous a mené à bien définir notre plan et notre proposition de valeur. Donc notre projet était basé sur les call centers et sur améliorer la rapidité des call centers. Et on s'est focalisé sur les appels entrants avant que l'opérateur ne puisse discuter avec la personne, prendre l'information de la victime, c'est-à-dire toutes les personnes en attente. Lors d'une catastrophe naturelle, beaucoup de victimes sont mises en attente, sont dues au fait qu'il y ait trop d'appels. Et donc notre solution permet de prendre des informations de la victime, de l'analyser et de donner ces informations afin de prioriser chaque victime pour que l'opérateur puisse avoir des informations en amont et répondre au plus vite aux victimes les plus touchées par l'événement. Cette solution s'applique sur des catastrophes naturelles, donc des saturations de call center, mais aussi peut s'appliquer en temps normal pour soutenir les opérateurs et pouvoir donner une analyse a posteriori de tous les appels qu'ils ont pu avoir. Donc en fait, slide, hein. Pardon? Oui. Tu me dis juste si je dois changer de slide. D'accord. Donc,
pour le Call for Code 2019, nous avons soumis notre projet en juillet dernier, après un effort de quelques semaines, voire quelques mois. Et nous avons eu la chance d'être parmi les grands finalistes de ce projet, parmi tous les compétiteurs. La IBM nous a permis d'avoir un appui dans la presse et sur Internet pour pouvoir faire parler notre projet et avoir plus de partenaires pour discuter des enjeux et discuter de la suite. Donc voici un exemple d'un article nous concernant et concernant plus particulièrement les grands finalistes. On a pu dénombrer une vingtaine d'articles de presse concernant cette finale et concernant notre projet qui a bien fait parler, qui a bien fait parler de ce projet et nous a donné une grande visibilité pour la suite. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît? Pardon. Est-ce que tu peux passer sur la slide, 2 slides après, s'il te plaît? Merci. Après délibération du jury, nous avons appris que nous étions finalistes européens puis finalistes mondial, ce qui nous amène à une remise de prix aux Nations Unies. Nous avons eu la chance de rencontrer des décisionnaires et des grands acteurs de la Tech for Good. Donc beaucoup de contacts, beaucoup de discussions, des contacts qui ont mené à des aides et des partenariats sur le long terme. On a pu rencontrer par exemple quelqu'un qui était CTO à la mairie de New York et qui nous proposait un partenariat sur certains call centers, voire des échanges de data pour pouvoir améliorer nos modèles. C'est ce moment-là qui peut être déterminant dans le futur de notre projet et de tout projet. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci. Donc en fait, le Call for Code réunissait énormément d'acteurs. On a eu la chance et la possibilité d'interagir avec beaucoup d'entre eux. IBM nous a permis d'avoir deux développeurs advocates, un aux États-Unis et un en France. On continue à discuter, à se voir par visioconférence et à surtout échanger concernant le potentiel et les futures propositions de valeur pour notre projet. Il y a aussi la Linux Foundation qui a permis à notre projet d'être dans un groupe de projets susceptibles d'être sponsorisés par la Linux Foundation, c'est-à-dire que la Linux Foundation nous permet d'être open source et d'être proposé à différents membres développeurs pour que ces membres-là puissent travailler sur le même projet sur une période donnée, et ça peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin sur votre projet tout en laissant ouvert la solution. Et ainsi aussi l'American Red Cross qui est toujours en contact avec nous et qui nous propose aussi des partenariats en Californie surtout. Nous sommes en discussion toujours avec l'administrateur de la Red Cross en Californie, et c'était quelque chose de très important pour nous et ça nous a vraiment permis d'avancer. Est-ce qu'on peut changer de slide? Merci. Donc, et ce hackathon, ce n'est pas qu'un challenge. Donc on a monté une entreprise en ce moment et on propose un endpoint on propose notre système sous forme d'endpoint pour les call centers. L'analyse des calls permet la priorisation et une visualisation en temps réel. On propose une démo sur notre site et on développe ce système avec beaucoup de partenaires et on essaie toujours de continuer sur cette voie. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, nous voici pour la présentation du Call for Code 2020. Bien sûr, on parle du Covid-19, vraiment un sujet qui a besoin de trouver beaucoup d'innovations et de solutions pour pouvoir changer et pouvoir voilà. Excusez-moi. Et donc le but de ce challenge, c'est de créer une équipe pluridisciplinaire et motivée. Il faut que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice, que chacun soit très motivé du début à la fin.
Le problème est bien concret, donc il s'agirait d'avoir une innovation qui puisse être mise sur le terrain, applicable dans les quelques semaines, voire quelques mois. Les starter kits sont très utiles, donc on a utilisé IBM Watson, mais aussi l'expérience database de IBM. Et je vous conseille bien sûr de commencer par là pour pouvoir après évoluer techniquement. Le POC est très important. Et bien sûr, savoir parler de son projet, savoir communiquer sur ce projet est important. Et aussi la base de pouvoir et la base pour que votre solution soit choisie ou bien sûr l'une de développer sur le long terme surtout. C'est le long terme qui est important. La deadline, c'est bien sûr le 27 avril. Et le plus tôt sera le mieux pour créer une équipe et j'espère que vous serez bien motivés pour ce challenge. Merci à vous. Merci de votre attention. Je repasse la main à Georges-Henri, je pense. Bonjour. Georges-Henri, pardon. J'étais en mute. Désolé. Excuse-moi, Pierre-Louis. Oui, on repasse la main à Georges-Henri Moll qui va nous faire une petite démonstration maintenant de ce qu'on peut faire sur la plateforme. Donc, Georges-Henri, je te donne la main. Et je ne fais pas te donner la main, je croise les doigts. Écoute, on va croiser les doigts. Et là, j'ai un écran. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Absolument. On sait que ça fonctionne. Ah, bah alors, voilà, très bien. Donc, c'est tombé en marche, c'est une bonne chose. Donc, bonjour à toutes et à tous. Georges-Henri Moll, je suis data scientist à IBM. Je vais vous parler un petit peu de comment concrètement rentrer dans la technique et dans le fonctionnel aussi pour le Call for Code. Donc, vous avez devant vous la page d'accueil Call for Code, qui est très facile à retenir, callforcode.org, dans lequel il suffit d'appuyer sur ce bouton pour s'inscrire. Et puis, si on regarde un petit peu, on voit effectivement les deux tracks dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le track sur le climat et le track sur le Covid-19. Alors, le focus d'aujourd'hui va être le track sur le Covid-19. Donc, quand on appuie sur ce petit bouton ici, on va voir les fameux starter kits. Bon, alors il y a d'autres informations évidemment sur cette page. Quand on appuie sur ce bouton, on va voir les fameux starter kits dont on a parlé. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle des starter kits? Eh bien, on tombe donc sur cette page ici, dans laquelle on retrouve les 10 Gaga, dont on a parlé tout à l'heure. On retrouve un certain nombre d'informations sur les deadlines, qui ont été bien sûr raccourcies. Et puis, je rappelle qu'on peut quand même soumettre jusqu'au 31 juillet. Et enfin, on tombe sur ces trois fameux starter kits qui travaillent sur les trois volets dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la communication de crise, l'éducation à distance et la coopération de communication. Donc, chaque starter kit va avoir un certain nombre de ressources. On ne va pas toutes les regarder, je vous invite à le faire. Vous avez accès, bien sûr, à ces pages par le web. Donc, on va faire un petit focus sur la communication de crise. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose pour la communication de crise? Eh bien, on vous propose, en fait, voilà à quoi ressemble la page de Starter Kit Communication de crise. Donc, si on descend un peu, il y a une partie qui est une partie, on va dire, pour poser le problème qu'on veut résoudre. Alors évidemment, à vous de savoir quel problème vous souhaitez résoudre pour ce challenge Call for Code. Et ce qu'on propose, c'est un certain nombre de problèmes qui peuvent être intéressants si vous n'avez pas d'idée ou si vos idées se rapprochent de celles qu'on vous propose. Voilà. Donc ça, c'est le problème d'un point de vue purement fonctionnel, si on veut. Ensuite, eh bien, il y a l'idée pour y répondre. Donc, l'idée fonctionnelle, on en a parlé tout à l'heure, c'est pouvoir mettre en relation des gens. Effectivement, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de canaux qui sont dans l'état de crise qu'on est en train de vivre, sont encombrés. Et puis, l'idée, c'est de mettre en place des chatbots, par exemple, pour pouvoir répondre, pour pouvoir répondre en partie, puisque un chatbot est également capable de passer la main à un humain lorsque le besoin se ressentir, ou lorsque ça dépasse les compétences qu'on a bien voulu programmer. Donc ça, c'est l'idée, en quelque sorte. Et puis à partir de là, ça va devenir un petit peu plus technique, donc on rentre dans les architectures.
Donc, on propose pour ce starter kit-là, hein, je rappelle qu'il y en a bien d'autres, et pour ce tutoriel-là, on va proposer trois architectures. Alors, les trois architectures sont centrées sur Watson Assistant, qui est l'offre IBM pour les chatbots, donc qui est au centre de cette architecture. On a un back-end qui, lui, donc le chatbot lui-même va faire appel à des sources de données pour répondre à ces questions, va faire appel éventuellement à des API externes, va faire appel à des informations sous forme d'articles dans les médias. Et ça, c'est accessible par une brique qui s'appelle IBM Watson Discovery, qui est une recherche sémantique dans un corpus de texte. Donc les articles étant des textes. Oui? Georges, j'ai une question de Ronan qui me pose la question, faut-il nécessairement utiliser un starter kit? Non, pas du tout. Alors, c'est une très bonne question, mais le starter kit est là pour vous aider. Si vous avez vos technologies, que vous les maîtrisez et que vous savez où vous allez en termes à la fois en termes de problèmes, de périmètre de problèmes, d'idées pour le résoudre et de technologie, à vous d'y aller. Tout simplement, on cherche à aider les candidats qui auraient envie d'accélérer soit sur des idées, soit sur des architectures, soit sur des technologies, soit sur des produits ou l'ensemble de tout ça. Mais il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Ok. Et une deuxième question super importante, le projet doit être open source ou peut-il être protégé? Alors, il n'y a pas de fermeture là-dessus. Nous, chez IBM, on aime beaucoup l'open source hein, et on propose d'ailleurs tout un tas d'offres autour de l'open source. Et puis, on propose aussi des produits et des services qui sont protégés. Et rien ne vous empêche d'utiliser les produits, services open source ou du fournisseur de votre choix. Voilà. Donc, je termine sur Discovery, hein, qui permet effectivement d'accéder des corpus d'articles de façon sémantique. Hein. Et donc, on a également un service qui s'appelle Fonction hein, et qui permet en quelque sorte de faire des appels, enfin, ça permet de faire des applications serverless. Alors, si vous préférez les applications avec serveur, là encore, libre à vous. Voilà. Donc, toutes ces offres qu'on voit ici, elles sont disponibles dans IBM, dans le catalogue IBM Cloud. Et encore une fois, rien ne vous oblige à l'utiliser. Et ce catalogue, hein, si on regarde toutes les catégories qui sont là, hein, il y a plus de 200 services. Alors, le but, ce n'est pas de les montrer toutes. Moi, je vais faire un petit focus sur l'ensemble des services intelligence artificielle. Bon, là-dedans, on retrouve un certain nombre de choses intéressantes, comme Watson Assistant, qui est l'offre IBM Chatbot. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que si je clique dessus, effectivement, il y a un certain nombre de plans et il existe une version light qui est limitée en volume, mais qui est très suffisante pour un prototype de type hackathon. Voilà. Et c'est vrai pour tous les services qu'on propose. Donc, dans ce catalogue, on trouve également, bien sûr, Watson Discovery, et puis on trouve text-to-speech et speech-to-text, dont on va parler tout à l'heure, qui sont des éléments qui permettent de transformer un chatbot en voicebot, à condition, bien sûr, de les placer en amont et en aval d'un chatbot. Donc, si je reviens maintenant sur mes architectures, ça c'en est une possible, pour laquelle, effectivement, on a une interface web hein, qui serait traitée par du Node.js, par exemple. On a une autre possibilité, une autre version, pour laquelle l'interface serait une interface Slack. Alors, tout ça, c'est pas exclusif, hein, ça peut être concurrent. Et puis, vous pouvez, bien sûr, encore une fois, utiliser la technologie qui vous convient dans le contexte qui vous convient. Et puis, on a une version dans laquelle l'interface est une interface vocale qui est traitée dans ce qu'on propose par un noyau Node.js. Voilà, donc ça, c'est un ensemble d'architectures. Et pour supporter ces architectures, on vous propose un certain nombre de tutoriels. Donc là, il y en a 4. Je ne vais pas rentrer dans les détails des 4, ça sera un petit peu long. Je vais faire un focus sur
ce premier tutoriel qui est celui qui exprime le lien entre le chatbot et la base de données qu'on a vu dans les architectures de tout à l'heure. Donc ces tutoriels vous guident pas à pas dans l'utilisation sur le point technique qu'on aborde. Il vous donne la durée, ici c'est un tutoriel de 40 minutes. Et puis, ça vous dit comment vous connecter sur notre environnement, comment provisionner un service quel qu'il soit, dans le cas présent, un service Watson Assistant, et puis aussi comment démarrer la création d'une application, dans ce cas de type chatbot. Et ici, ce qu'on a, c'est un fichier intéressant qui est un chatbot déjà préprogrammé qu'on vous propose et qui existe sous forme de fichier JSON. Alors, si je descends au niveau de JSON, voilà un petit peu la tête de ce fichier JSON, qui est un chatbot qui permet encore une fois de démarrer. Voilà, donc si je reviens maintenant sur mon catalogue, dans ce catalogue, on peut d'ailleurs consulter avant même de s'être inscrit sur la plateforme, dans ce catalogue, il y a un certain nombre d'informations, dont en particulier la documentation sur laquelle on peut naviguer. Et une fois qu'on a navigué dans cette documentation, on peut voir un certain nombre aussi de points de départ, un certain nombre de tutoriels, de ressources, de démos, de vidéos, etc. Donc, dès lors que vous avez choisi une technologie, vous avez pour l'ensemble de ces services ce genre de documentation. Alors, vous avez également ici dans les ressources qu'on vous propose, des ressources pour apprendre à vous servir un petit peu plus en détail des produits sur un site. Et l'ensemble de ces sites d'ailleurs est documenté dans la page principale du Meetup. Donc ça, c'est l'environnement, c'est la Skills Gateway d'IBM, dans laquelle on va retrouver, encore une fois, Watson Assistant, par exemple. Et là, on a des tutoriels un peu plus longs, une heure et demie, par exemple. Voilà. Il y en a également sur cognitiveclass.ai, qui est un ensemble de tutoriels en ligne, pas seulement d'ailleurs des technologies IBM, mais tout un ensemble de technologies autour de l'intelligence artificielle et du concept. Voilà. Donc, et puis pour les personnes qui veulent, qui sont plus, on va dire, hackers, on a des versions de tutoriels qui permettent effectivement de faire du développement avec l'interface ligne en quelque sorte, le Command ID Interface de Watson Assistant. Watson Assistant, donc ça c'est une démo en ligne également, dont l'adresse vous est proposée dans la page principale du Meetup. Watson Assistant, ça se présente sous forme d'un studio qui permet effectivement de développer des chatbots. Donc j'ai deux onglets de cet onglet assistant. Oui, oui. C'est Seb. Juste une petite remarque, est-ce que tu peux aller moins vite d'une page à l'autre? Parce qu'il y a un refresh, il y a un refresh un peu lent. D'accord, très bien. Bon, on va essayer de faire ça. De toute façon, à partir de maintenant, je vais rester un petit moment sur cette page, puisque je vais essayer de vous montrer rapidement comment on développe en Watson Assistant. Donc, Watson Assistant, c'est un environnement qui permet effectivement de développer des chatbots, en tout cas le noyau du chatbot, et de le déployer. Donc, on peut faire tout un assistant entier jusqu'à son déploiement dans ce studio sans écrire une ligne de code. Alors, ceux qui préfèrent écrire du code, ils peuvent, il n'y a pas de souci là-dessus. Le produit existe, est accessible, toutes les fonctions qu'on va voir là sont accessibles sous forme d'API. Néanmoins, pour un hackathon, c'est extrêmement pratique de pouvoir démarrer vite et de pouvoir faire en quelque sorte un développement plus agile. Voilà, donc on a ce bouton qui permet de créer des skills. Le skill, c'est la capacité qu'a le chatbot de répondre à des questions.
Donc, il va pouvoir répondre à des questions, soit parce qu'on définit un dialogue, soit parce qu'on définit une recherche. La recherche, c'était le volet Watson Discovery qu'on a vu tout à l'heure, et qui permet effectivement la communication avec ce search intelligent, c'est-à-dire aller chercher une réponse à une question dans un corpus de texte. Bon, là, on va s'intéresser plutôt à la capacité de dialogue. Je vais créer un exemple que je vais appeler démo. Je vais le créer en français. Voilà. Et là-dedans, je vais créer, on voit un certain nombre d'onglets à gauche, je vais créer des intentions, des entités, des dialogues. Une intention, c'est ce que l'utilisateur a envie de faire ou a envie de demander au système. Donc il va y avoir un certain nombre d'intentions. Donc là, je vais en créer une. Je veux créer par exemple une intention urgence. Je me demande que faire en état d'urgence. Donc je vais créer, bon, je peux mettre une description, je vais citer ça. Et puis je vais donner des exemples. Et en fait, Watson va apprendre par l'exemple à reconnaître cette intention. Donc, qui appeler si je suis très malade. Voilà, ça c'est un cas d'urgence. Bon, donc je peux l'ajouter. Et au fur et à mesure, là, je peux d'ores et déjà, j'ai un chatbot qui est opérationnel. Alors, pour le moment, il est opérationnel, mais il ne sait rien faire. Hein. Si je lui dis bonjour, il ne va rien comprendre, il ne sait rien faire. Par contre, il est en phase d'apprentissage, parce que j'ai déjà rentré un exemple, et donc il va commencer à apprendre sur cet exemple. Et sur tous les exemples que je vais pouvoir lui rentrer. Que faire en cas d'urgence? Voilà, je rajoute cet exemple. Puis il est toujours en train d'apprendre. Et enfin, je voudrais savoir quel est le numéro d'urgence, par exemple. Voilà. Bon, donc là, il est en train d'apprendre et au fur et à mesure qu'il va apprendre, je vais pouvoir jouer avec ce chatbot et commencer un petit peu à le tester au fur et à mesure que je travaille. Et puis bon, pendant qu'il est en train d'apprendre, on va peut-être lui apprendre une autre entité, donc je vais créer intention. Donc je vais créer une intention qui est, je veux de l'information sur le commerce. Voilà, donc ça c'est l'intention commerce, dans lequel je voudrais connaître les commerces ouverts, par exemple. Bon. Alors je ne vais pas en faire 50, hein. Une fois qu'on a fait ce genre de choses, ce qui est intéressant, on a aussi la notion d'entité. La notion d'entité, c'est quel est l'objet de référence, quels sont les noms, en quelque sorte, et les sujets sur lesquels je peux parler. Bon, je ne vais pas en rentrer pour l'exemple qui nous occupe. Et enfin, j'ai ce volet dialogue qui vient avec un dialogue initial de base, hein, qui a tout simplement un mot de bienvenue qu'on a vu d'ailleurs apparaître tout à l'heure, et puis tout le reste qui permet de dire, là, s'il vous plaît, reposez une question. Et entre les deux, je vais poser mes éléments de dialogue. Par exemple, je vais rajouter ici un nœud qui va concerner mes urgences, évidemment. Et si je reconnais une intention de type urgence, eh bien, je vais rajouter un texte. Alors, je peux rajouter du texte, je peux rajouter des options, des images, etc. qui dit appeler le 15, par exemple. Voilà. Et je vois que je pourrais rajouter éventuellement d'autres conditions. Hein. Voilà. Alors pendant ce temps-là, mon chatbot, il a appris des choses. Encore, s'il a appris des choses, hein, quel numéro d'urgence puis-je, urgence, on va écrire quand même correctement, puis-je appeler?
Voilà, donc il a reconnu l'intention urgence. Alors si ce n'était pas le cas, je pourrais lui dire non, 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 ça c'est notre intention pour forcer l'apprentissage. Et là, il me répond appeler le 15 parce qu'il suit mon dialogue. Donc je pourrais rajouter encore un nœud, hein, un nœud commerce par exemple. Hein, voilà, un nœud commerce qui, lui, reconnaîtrait l'intention commerce et puis rajouterait des options selon que c'est par exemple une option de type restaurant, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qu'il faut voir également, c'est que dans cet environnement, j'ai un catalogue qui est ici, qui me permet de rentrer un certain nombre d'intentions préprogrammées. Et vous avez vu qu'il y a ici, parmi ces intentions, tout un ensemble qui sont extrêmement utiles, en particulier utilitaires, utilitaires aider un utilisateur avec des urgences de service public, par exemple, ça je peux avoir envie de le rajouter. Et puis on a fait pour le Covid-19 un élément de catalogue qui va rajouter des intentions de type Covid-19. Alors je vais les rajouter à mon style. Voilà. J'ai une question de Julien qui dit quelles sont les bonnes pratiques d'entraînement des intent Watson, mots-clés, point d'interrogation, phrase longue, point d'interrogation, et combien de phrases? Watson, la caractéristique de Watson, c'est qu'il apprend avec des volumes assez petits par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Typiquement, il va falloir essayer les bonnes pratiques, c'est qu'il faudra que les intentions ne se recoupent pas. Il faut essayer d'être le plus disjoint possible. Il faut essayer également pour les phrases d'apprentissage, on va donner à minima une dizaine ou une vingtaine d'exemples. Et les chatbots, on va dire, vraiment opérationnels, c'est une bonne chose de monter à près de la centaine. Hein. Voilà. Donc ça donne une idée de qu'est-ce qui est bien pour avoir une bonne reconnaissance. Alors là, j'ai rajouté des entités. C'est intéressant, justement, on voit... j'ai rajouté des intentions. Donc les intentions que j'ai rajoutées, ce sont celles du catalogue. Donc, je prends par exemple lieu de test du Covid. On voit ici que on en a rajouté 5. C'est vraiment le minimum, hein, 5 intentions. Ça vous paraît de démarrer. 5, 10, c'est vraiment le minimum. Et après, la centaine, c'est une bonne pratique. Voilà. Donc, en fait, vous voyez que le studio permet de développer très rapidement, permet effectivement de rajouter des briques déjà existantes. Mieux que ça, hein, puisque le tutoriel sur lequel on a fait le focus tout à l'heure, alors je vais peut-être voilà, je vais enlever cette démo, revenir sur cette démo ici, voilà. Donc je vais revenir un petit peu dans l'esprit du tutoriel dans lequel on vous propose un chatbot déjà existant. Voilà, donc ici, au moment de créer le chatbot, je vais enlever celui-là parce que comme je suis en version light, je suis limité bien sûr. Donc, quand je fais une démo, je l'efface, voilà qui est fait. Quand je fais créer un nouveau style ici, je peux le créer en important des styles, donc il y a un ensemble d'exemples. Je peux importer un exemple ou je peux importer un style existant. Là, si je demande de choisir un fichier JSON, je retrouve mon fichier Covid-19 qui était sur GitHub tout à l'heure et qui est documenté dans le tutoriel. Donc là, je veux faire une importation et retomber sur mon chatbot. Voilà, donc ça, c'est le chatbot que vous propose le tutoriel avec un nombre important d'intentions, 42 intentions, un nombre raisonnable d'entités. Et puis vous allez voir que le dialogue, qu'est-ce que c'est qu'un dialogue hein? On a vu un dialogue très simple tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est arborescent, avec des sauts éventuellement.
Un dialogue, c'est un ensemble en fait de règles qui disent si je suis si je reconnais tel type d'intention, je reconnais tel type de contexte dans ce que rentre l'utilisateur, eh bien, je vais faire une réponse donnée, ou je vais rentrer dans une partie de, de cette arborescence. Alors, il ne faut pas voir l'arborescence comme un parcours obligatoire de la conversation, hein, sinon on retombe dans les FAQ un peu standards, mais c'est vraiment un ensemble de règles et on va directement en fait à la règle qui correspond à l'intention la plus proche de ce qu'on a pu identifier. Voilà, j'ai terminé sur l'aspect purement démo. Je vais revenir un petit peu quand même sur la page d'accueil. Donc encore une fois, callforcode.org, accept the challenge, ce bouton ici. Et là, vous êtes dans un environnement où vous pouvez créer votre compte IBM, ou bien si vous en avez déjà un, vous pouvez vous y connecter pour continuer l'inscription. Voilà, j'ai terminé. Je repasse la parole à... Merci Georges, merci beaucoup. J'en Oui. profite pour demander à tout le monde s'il y a des questions pour Georges. Donc vous pouvez nous pinguer dans le chat ou dans les Q&A si vous avez des questions pour Georges. En tout cas, je voudrais juste partager, profiter que Pierre-Louis est avec nous, parce que tout à l'heure, il y a une question de Fabrice qui disait dans le chat, dans le Q&A, donc c'est bien qu'on partage aussi, Pierre-Louis. Dans le contexte de la pandémie, la solution Aster pourrait-elle être adaptée, déclinée et contribuer à l'amélioration du traitement des appels d'urgence liés au Covid? Alors peut-être que tout le monde a vu la réponse, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vue non plus. Donc c'était pour qu'il puisse répondre à cette question, Pierre-Louis. T'es en mute. Il faut que tu te unmutes. Hop, tu t'es unmuté. Tu peux y aller. Donc j'ai répondu à l'écrit, mais en fait, pour répondre à la question du Covid, en fait, le projet Aster est assez adaptable pour pouvoir filtrer les appels entrants et à la base pouvoir faire la différence entre une question médicale ou non médicale. Parce qu'en fait, il existe différents numéros, un numéro vert spécialement pour les questions non médicales, et sinon le 112 ou le 15 pour les questions typiquement médicales. Et notre solution peut aussi aider à diagnostiquer la maladie pour épauler le soignant ou l'opérateur avant que la personne ait l'opérateur en ligne. En tout cas. Donc c'est une suite de questions, une suite de réponses, et ça nous permet de donner des informations directement à l'opérateur pour qu'il ait déjà de quoi baser son diagnostic. Voilà. Merci Pierre-Louis. Merci Pierre-Louis. Je ne vois pas d'autres questions pour Georges. Donc Antoine, je te propose de te rendre la parole. Absolument. Est-ce que tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît, en conclusion? Attends. Je vais le décrire. C'est pas très grave. Je voulais absolument. J'ai compris. C'est parce qu'en fait, il faut que c'est celui-là. Voilà. C'est bon? Donc, oui, en synthèse, c'est extrêmement important pour nous et je voulais faire un clin d'œil régional. Vous avez bien compris que Code for Code est un appel à tous, c'est Tech for Good. Dans ce domaine, tous les écosystèmes, tous les partenariats sont les bienvenus. Et juste à titre d'exemple, ce week-end, on a participé à un hackathon qui est organisé par HEC, l'École Polytechnique et Sciences Po. Mais l'écosystème, nous le souhaitons le plus large possible et on est à votre disposition pour venir en région, pour venir dans vos propres écosystèmes, pour venir chez vous, pour aider à expliquer, déployer Code for Code. Alors le clin d'œil de ce qu'on aime bien, on aime beaucoup tout le monde, mais on aime bien en particulier nos amis de Mulhouse et de Lyon. Donc je voulais vous saluer, Patrick, Fabienne et Ali, pour vous remercier pour vous associer à Call for Code. C'est un moyen effectivement d'être encore plus efficace, de recruter pour, j'espère, vous avez bien noté, dans 10 jours. Hein, donc nous attendons les premiers dossiers le 27 avril. On serait très, très heureux. Alors je représente toute une équipe, hein, je ne veux pas mon nom personnel, au sein de toute l'équipe IBM. On serait très heureux qu'il y ait de nouveau des Français, comme Pierre-Louis, comme ces 5 jeunes qui sont arrivés en finale. Nous sommes très, très heureux qu'il y ait des Français qui soient sur scène, entre guillemets, hein, sur une scène digitale, dès le 5 mai, donc c'est du très court terme.
qui soit accompagné par tout l'écosystème Code4Code dès le 15 mai. C'est vraiment l'ambition qu'on a. Donc, c'était vraiment un appel extrêmement ouvert, extrêmement concret. Vous avez pu entendre Georges-Henri qui est entré dans un certain nombre de détails techniques sur les supports possibles qui vous sont offerts. Très concrètement, Georges-Henri est à votre disposition, l'équipe est à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin avec nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie, Sébastien. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on souhaitait présenter aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une dernière question qui se pose, mais en tout cas, je remercie tout le monde pour votre attention. Non, pas d'autres questions. En tout cas, je voulais remercier la team Meetup de Marseille d'avoir lancé cette initiative pour organiser cette webconf autour de Call4Code et puis de l'actualité. Mathilde, tu es avec nous dans le panel. Si tu veux dire quelque chose, tu peux passer en unmute si tu veux. You're welcome. Non? OK. Alors, en tout cas, je voudrais tous vous remercier d'avoir participé à cette webconf aujourd'hui. Avec le backstage, je suis à la maison, donc il y a du bruit backstage, mais bon, ça c'est live. Je partage juste avec vous ce jeudi, si vous voulez participer et nous rejoindre, on fait une webconf avec nos amis de Montpellier. On parlera entre autres d'informatique quantique, découverte de l'informatique quantique et qu'est-ce que c'est. Donc, ce sera en 3 épisodes. Donc, si entre midi et 2, vous avez envie d'écouter un petit peu, d'en savoir plus sur l'informatique quantique, sachez que ça commence ce jeudi et puis qu'il y aura une série de 3. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci Georges-Henri. Avec une petite période de stress au début, parce que franchement, je ne savais pas si tu allais pouvoir partager ton écran. En tout cas, ça a fonctionné parfaitement. Merci Pierre-Louis de nous avoir rejoints. Merci Antoine. Merci à tous. Et puis à très bientôt. Au revoir.